un des impacts demain dans la production énergétique va être très fort. C'est le réchauffement climatique, l'impact des hausses de température sur le réseau électrique français. C'est un gaspillage énergétique. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système où on produit beaucoup d'énergie qu'on jette à la poubelle. Il y a beaucoup de choses positives qu'on peut faire en France. Il faut juste avoir courage de les entreprendre. Et avec Predictaï, on peut avoir une identification précise du bon moment, chose qu'on était incapable d'avoir auparavant. Mais c'est quelque chose de révolutionnaire. Ça permet aux entreprises de voir le futur des prix de l'énergie. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Énergie et Sérénité. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Timon, président fondateur de Place des Énergies. Bonjour Olivier. Bonjour. Et bienvenue. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet brûlant, le prix de l'énergie, les fluctuations du prix de l'énergie. Pourquoi, comment est-ce possible de les anticiper? On va répondre à toutes ces questions-là. On sait que les prix de l'énergie ont un impact direct sur les trésoreries des entreprises. C'est un sujet brûlant aujourd'hui. Comment tu le décryptes de façon globale pour introduire un petit peu ce podcast? Alors déjà, il y a un sujet qui est important à expliquer, qu'on explique souvent chez Place des Énergies lors de nos interventions. Le marché de l'énergie, c'est un marché qui est volatile. Déjà, ce n'est pas un marché stable, c'est un marché instable. Déjà, le fait de se dire ça, c'est important. C'est la base. Ça veut dire que c'est la base. Et ça, il faut l'avoir en tête quand on est chef d'entreprise ou acheteur ou responsable du sujet énergétique dans une entreprise. Le fait qu'il y ait une instabilité, on va en parler, c'est lié à plein de sujets. Mais cette instabilité, elle doit être prise en compte. On va voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent sur cette instabilité. Et ce qui est important, et c'est un conseil aussi qu'on donne, c'est que la plupart des facteurs, ni toi, ni moi, ni aucune entreprise, dans les faits, n'a réellement d'impact sur ces facteurs-là. Et donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement maîtres, ou je dirais même que nous ne sommes pas maîtres de ce genre de situation dont on va parler, ou de problématiques. Mais il y a des techniques pour réagir au mieux. En revanche, évidemment, et tu fais bien de le dire, la question essentielle, c'est comment, face à un tel sujet, à de telles fluctuations, à de tels risques, on peut éviter en tant qu'entrepreneur de se mettre dans le rouge. Et encore une fois, ça va être des sujets de veille de marché, c'est-à-dire qu'il faut avoir des outils de veille sur les évolutions de prix de marché. Si on ne les a pas, Place des Énergies en a et peut accompagner les clients sur ces sujets-là. Donc c'est ce qu'on doit être en mode surveillance totale des marchés. C'est ça, rester aux aguets. Ouais. On est donc, tu le disais, sur un marché qui est complètement instable, volatile, avec des prix fluctuants, parfois même d'un mois à l'autre. On l'a vu même très récemment. Même dans la journée. Même dans la journée. D'où vient cette instabilité de marché et qu'est-ce qui explique que les prix varient autant? Alors déjà, il y a un sujet qui joue beaucoup sur la tarification, c'est la disponibilité énergétique. Ça, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, Olivier. Non, c'est pour ça que j'en parle. C'est quoi la disponibilité? Moi, j'explique souvent que le marché de l'énergie, c'est l'offre et la demande. Pendant la période Covid, par exemple, les entreprises étaient fermées. Les entreprises consommaient plus. Plus de demande. En revanche, le marché de l'énergie, lui, continue à produire. Donc, beaucoup d'offres, peu de demandes. Donc, les prix du marché de l'énergie baissent de manière exponentielle. On a atteint des records historiques au plus bas. Pendant la crise énergétique, c'était l'inverse. On était sur une problématique de disponibilité. Par exemple, en France, on avait des centrales qui étaient à l'arrêt. Donc, stress pour le marché, lié aussi à l'offre et la demande, c'est je dois fournir de l'énergie en France à beaucoup d'entreprises dont l'activité fonctionne, l'activité a redémarré, mais j'ai une problématique de production, de disponibilité énergétique. Donc, ça fait monter les prix. Et ça joue après sur de la spéculation, parce que quand on est sur un marché boursier, c'est aussi un marché d'opportunité, et je dirais d'opportunistes. Et donc, évidemment, certains qui produisent cette électricité, potentiellement en Europe, s'en servent pour augmenter aussi leur tarification, leur marge, etc. C'est assez complexe. Donc, la disponibilité, Maëva, c'est un des sujets importants. Et après, il y a d'autres paramètres qui vont être liés au contexte politique, géopolitique. Tout à fait. Ça, ce sont des indicateurs à surveiller, bien sûr, des informations, des actualités. Est-ce que tu peux préciser, par exemple, ce qui pourrait jouer le plus dans ton observation? Est-ce que ce serait plutôt la géopolitique, la politique, le climat, la fiscalité? Ou est-ce qu'au final, tous ces critères-là participent à part égale? Aujourd'hui, on s'aperçoit souvent, parce que quand il y a eu, par exemple, la crise énergétique, beaucoup ont dit « Ah, c'est la faute à la guerre en Ukraine ».
En fait, C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça. Oui, on a beaucoup entendu ça, encore une fois, par méconnaissance, parce qu'en fait, c'était pas la guerre en Ukraine était un des éléments, un des facteurs, mais ça n'était pas d'influence. le facteur clé, c'était un des facteurs. C'est-à-dire que dans les facteurs, par exemple, en France, il y avait une problématique de production. Ça, c'était certainement un des facteurs les plus importants. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de disponibilité. Pourquoi je parle de disponibilité ? Tu disais tout à l'heure, le climat, par exemple. Le climat, il agit beaucoup sur les marchés de l'énergie. Et il agira de plus en plus sur les marchés de l'énergie. Pourquoi ? On a du réchauffement climatique. On l'a encore vu cet été avec des chaleurs très fortes dans certaines régions. Des inondations, oui. Dans ces régions, on va trouver parfois des centrales. Certaines centrales doivent être refroidies avec de l'eau. Cette eau, elle vient d'affluents proches de ces centrales, sauf que la température de l'eau ne fait qu'augmenter avec le réchauffement climatique. Du coup, on a de plus en plus de mal, dans certains cas l'été, à refroidir, ce qui fait que, même il y a quelques années encore, on arrête ou on met en mode veille, si je puis dire, certaines centrales, qu'on a du mal justement à refroidir à cause du réchauffement climatique. Donc, un des impacts demain dans la production énergétique va être très fort, c'est le réchauffement climatique, l'impact des hausses de température sur le réseau électrique français. On le voit quelquefois même sur le réseau du train, par exemple, quand il fait très chaud, on voit qu'il y a des problématiques. Il peut y avoir demain. Puis il y a un autre effet climat, c'est par exemple les énergies renouvelables. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un temps ensoleillé, c'est qu'on a augmenté fortement la production d'énergie produite avec du photovoltaïque. On a aussi l'investissement en France et en Europe dans l'éolien terrestre, l'éolien de mer, qui a bien fonctionné et qui fonctionne bien, qui injecte beaucoup d'énergie sur les marchés. Oui, la transition énergétique a quand même un effet... Et donc cette transition énergétique, elle a un impact, parce que quand on injecte beaucoup d'énergie, on revient sur un effet de disponibilité, on a beaucoup d'énergie disponible, et devant, on n'a pas toujours l'offre. Et donc, encore une fois... On observe une baisse. On observe une baisse, et on s'aperçoit souvent sur les marchés, c'est assez bien corrélé, c'est-à-dire que quand on a beaucoup, on a un temps qui est propice à l'éolien, quelques jours après, on constate une baisse intéressante sur les marchés. Alors, ce n'est pas un impact immédiat, les marchés. Quelquefois, c'est quelques jours. Ça peut être un petit peu décalé. Toujours décalé. Parce que je veux dire qu'aujourd'hui, le climat, à mon sens, a un impact très fort sur les sujets d'avenir liés à l'énergie. Et la géopolitique, évidemment, parce qu'on le voit, on est sur un marché instable. Les conflits, bien sûr, et les conflits, en fait, la géopolitique, c'est chaque conflit doit être analysé d'une certaine façon. Pourquoi ? Quand vous avez un conflit où on est sur des sujets qui touchent, par exemple, des passages de gaz à certains endroits, dans certains océans, etc., ça peut avoir un impact. On l'a vu pendant certaines guerres où certains pipelines ont été endommagés, volontairement ou involontairement, mais ils ont été endommagés. Ça crée des tensions. Donc, les conflits géopolitiques peuvent avoir un impact. Mais dire que c'est le seul impact aujourd'hui, ce serait un raccourci très rapide. Il y a évidemment d'autres impacts potentiels. Oui, bien sûr, d'autres facteurs. On peut parler aussi, par exemple, de décisions politiques en matière fiscale qui peut avoir un impact aussi sur les prix de l'énergie. Ça peut avoir un impact, mais c'est un impact, on va dire, qui est indirect. C'est-à-dire que des décisions peuvent entraîner d'autres prises de décision qui elles-mêmes entraîneront peut-être des impacts sur la consommation des entreprises. Et là, encore une fois, des entreprises qui ont peur, produisent moins, consomment moins d'énergie. On l'a vu, il y a eu beaucoup de baisses. Nous, on le voit au niveau de place des énergies. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont baissé fortement leur consommation énergétique à cause du prix de l'énergie, compte tenu aussi du contexte aussi économique, qui fait que beaucoup d'entreprises produisent moins ou produisent maintenant un peu en flux tendu. Donc tout ça aussi a un impact. On voit que il n'y a pas, dans l'équation, il n'y a pas une inconnue. Il y a plusieurs inconnues en fait, qui rentrent en compte. Tu parlais tout à l'heure de transition énergétique, c'est un terme, contrairement à disponibilité énergétique, qu'on entend beaucoup plus souvent, qui est beaucoup plus répandu, puisqu'il est lié aussi aux problématiques écologiques qu'on connaît, qui influencent énormément le climat et qui donnent lieu à des épisodes météorologiques extrêmement déstabilisants pour le pays. En 2025, la France a produit jusqu'à 98% d'électricité propre, ce qui a fait chuter ses prix de gros, environ 73 € du mégawattheure, soit 20 à 35% moins cher que ses voisins comme l'Allemagne ou l'Italie. Ces impacts forts sur les prix de l'énergie
Est-ce qu'on peut les anticiper? Est-ce qu'on peut y répondre? Comment aujourd'hui on construit sa stratégie d'achat en prenant en compte ces facteurs-là? Alors, c'est un enjeu, pour moi, ce sujet est un enjeu d'avenir. Pour les fournisseurs, pour les acteurs comme Place des Énergies, pour les entreprises, et pour peut-être potentiellement même de nouveaux acteurs ou des acteurs qui sont déjà présents sur un sujet qu'on appelle la flexibilité. La flexibilité, c'est un sujet, à mon sens, prioritaire. La France, on n'est pas dans le coup, à mon sens, sur le sujet. Un peu en retard, on n'a pas mis les moyens de nos ambitions sur ce sujet-là. Pour la bonne et simple raison, je reviens sur le sujet de la disponibilité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, on a des prix négatifs sur les marchés de l'électricité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a tellement d'électricité à certains moments de la journée qu'on ne sait pas quoi en faire. Et limite, on vous la revend à prix négatif. Ouais. Sauf qu'en fait, moi, en tant que consommateur, entrepreneur ou particulier, à l'instant T, je ne peux pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système mis en place de stockage, par exemple. Le stockage d'électricité, à mon sens, avec la baisse des coûts, c'est aussi un élément demain de flexibilité. C'est-à-dire que demain, on peut imaginer que des entreprises, c'est déjà le cas dans certains pays d'Europe, d'Allemagne, même en Belgique, pour parler de gens très proches ici, qui créent des unités de stockage au service des entreprises, c'est-à-dire qu'on vient stocker l'énergie quand elle est la moins chère sur les marchés, quand on produit beaucoup de renouvelables, et on la rétribue à un prix très intéressant aux entreprises. Ça, c'est du bon sens. Ce qui paraît très très logique, effectivement. Ce qui paraît très logique. C'est de la flexibilité, et pareil, qui doit bénéficier aux consommateurs particuliers. C'est-à-dire un consommateur particulier demain pourra s'équiper, c'est déjà le cas, de batteries plug and play chez lui, pourra, de par une application mobile, pouvoir finalement connecter ses batteries à des moments clés dans la journée ou dans la nuit qui lui permettront de bénéficier de prix attractifs et donc d'optimiser son coût énergétique journalier, hebdomadaire ou mensuel. Et c'est là où on va faire des économies. Les économies viendront de la flexibilité, à mon sens. Parce que comme tu l'expliquais, on ne peut pas aujourd'hui avoir de contrôle sur les événements qui vont influencer les prix de l'énergie. Exactement. Par contre, on peut répondre aux fluctuations du marché avec des stratégies de stockage ou autres qui permettent de se positionner au prix les plus bas. Et on utilise mieux les énergies renouvelables au profit du consommateur. On développe l'énergie renouvelable, on prend le courage de développer les énergies renouvelables comme l'ont fait beaucoup de pays en France, sauf que développer les énergies renouvelables, c'est bien, mais ça doit passer derrière par un grand programme de grandes ambitions sur la flexibilité. Ça doit être, pour moi, puisque aujourd'hui on est dans des sujets de changement de gouvernement, etc., ou de transition énergétique, ça doit être pour moi un des sujets piliers de la transition énergétique. Sinon, on va se retrouver avec des prix négatifs sur les marchés, personne ne sait pas quoi en faire. C'est un gaspillage énergétique. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système où on produit beaucoup d'énergie qu'on jette à la poubelle. Qu'on n'utilise pas. Alors que d'autres personnes seraient très contents. Je pense par exemple, peut-être même à, je prends un exemple, cette énergie pourrait profiter par exemple à des bailleurs sociaux pour aider des foyers en précarité, pour aider des entreprises en difficulté. Il y a beaucoup de choses positives qu'on peut faire en France, il faut juste avoir courage de les entreprendre. Parlons pratique, comment une PME peut-elle, de façon pragmatique, anticiper ces variations de prix, puisque malheureusement on ne peut pas toujours le faire, et adapter sa stratégie d'achat. Prédictaï. Alors c'est une très bonne question. Anticiper ses achats aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Beaucoup d'entreprises souvent me disent j'ai signé un contrat avec telle ou telle structure, tel ou tel fournisseur, et parce qu'il m'a dit que ça allait monter. Ouais. Ou il m'a dit que ça allait baisser. Ok. Comment le sait-il? Et là, en général, effectivement, on pose cette question. Merci. Ok, mais comment il a pu définir que le prix allait monter ou descendre d'autant de mégawattheures voilà. Je crois que c'est une formule, pour ça que tu utilises souvent, d'ailleurs. La boule de cristal. Exactement. Voilà. Ou le pifomètre. Voilà. Peu importe comment on l'appelle. Voilà. Alors là, souvent, on dit, là, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, lier sa stratégie sur une potentielle sensation, c'est compliqué. Je m'explique. Moi, demain, je ne vais pas dire à un client, j'ai l'intime sensation qu'il faut acheter maintenant. On n'est pas sur l'intuition, non. Bon, si on se trompe, c'est embêtant. Aujourd'hui, il y a des outils technologiques. L'intelligence artificielle, elle a beaucoup progressé. Elle n'est pas encore à un niveau de fiabilité à 100%, mais on va y arriver. Et il faut vivre avec son temps. Donc c'est pour ça que chez Place des Énergies, on a investi dans un outil qui s'appelle Prédictaï,
Et comme son nom l'indique, ça permet de prédire, au travers de l'intelligence artificielle, un scénario, une vision de ce que pourrait être le prix de l'électricité sur les marchés de gros cette année, l'année prochaine, l'année d'après, et identique sur le prix du gaz. Ça permet quoi ? Ça permet de donner une visibilité qui est liée à quoi ? L'IA, elle va faire quoi ? Elle va finalement prendre tous les sujets dont on parle depuis tout à l'heure. La géopolitique, le climat, les températures sur plusieurs années. Elle va finalement avoir une lecture plus fine que nous sur cette partie météo, température, influence de la météo par rapport à la production de renouvelables, etc. Tout ça va travailler dans une sorte qu'on pourrait appeler d'algorithme, et l'IA va interpréter ça sous forme d'une courbe. Et là, ce qui est intéressant dans l'expertise de Place des Énergies, dans les tests qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est qu'on s'aperçoit qu'entre la courbe des marchés de gros et la courbe de prévision de prix, on a des différences parfois de quelques centimes d'euros, quelquefois de plusieurs euros, 2, 3 euros, mais on peut se poser la question légitime, c'est aujourd'hui, c'est pas mieux d'avoir en tout cas une prévision à 2-3 euros ou à quelques centimes que de faire une prévision à leur porte-pièce ou, comme on disait tout à l'heure, de manière caricaturale, à la boule de cristal. Mais c'est quelque chose de révolutionnaire, ça permet aux entreprises de voir le totalement. futur des prix de l'énergie. Totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on peut dire à un entrepreneur, achète ton énergie maintenant, compte tenu de quoi ? Compte tenu que l'intelligence artificielle prédit une augmentation de X euros du mégawattheure dans les prochaines semaines. Alors, si on regarde encore une fois les deux courbes, et qu'on prend la courbe du marché de gros et la courbe de la prédiction IA PDE, on s'aperçoit que les deux courbes, surtout par exemple si on prend les 3 derniers mois, les deux courbes, la tendance est bonne. C'est-à-dire que quand la courbe de prédiction est vers la hausse, on s'aperçoit que le marché a été vers le haut. Alors quelquefois, ce n'est pas le même levier, ce n'est pas le même niveau de hausse, mais on s'aperçoit qu'on a la tendance. Mais ce que c'est très important, puisqu'on va dire que pour un entrepreneur, la première question qu'il va se poser en termes de prix de l'énergie, puisque c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est quand est-ce que j'achète ? C'est quoi le bon moment ? Et avec Predicta.ai, on peut avoir une identification précise du bon moment, chose qu'on était incapable d'avoir auparavant. Oui, c'est-à-dire que quand on est sur des très gros volumes d'achat et qu'on doit prendre une décision à plusieurs milliers d'euros d'enjeu, ou centaines de millions d'euros, ou même parfois quelques dizaines de milliers d'euros de budget, la question essentielle, c'est de dire, est-ce que je dois appuyer sur le bouton maintenant de la signature électronique du contrat ? Grosse pression. Grosse pression, parce que si on est responsable du sujet et qu'on se trompe, on fait perdre des milliers d'euros à son entreprise. On fait perdre plusieurs milliers, ou on peut lui faire gagner plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros. Donc c'est une très grosse responsabilité, le sujet de l'énergie, quand il est donné à des directeurs financiers, à des entrepreneurs, etc. C'est un gros sujet. Et c'est pour ça qu'on disait que c'est un vrai sujet. Et c'est important de se faire accompagner par des professionnels qui ont les outils pour pouvoir suivre ces marchés. Mais pas n'importe quel professionnel. Il faut aujourd'hui, quand on choisit son professionnel, s'assurer que ce professionnel, il ait les outils. Bien sûr. Si je suis dirigeante d'une PME, par exemple, et que je veux anticiper, parce que je me dis, ah mince, quand même, je vais arriver à échéance de mon contrat bientôt. Moi, j'ai lu mon contrat, ma facture. Quel serait le premier réflexe à avoir ? Comment faire pour se garantir le meilleur prix ? Alors, pour se garantir le meilleur tarif, il faut appeler Place des Énergies. Mais c'est le conseil numéro 1, Olivier, on va pas arrêter avec ça. Le conseil numéro 2, c'est évidemment l'anticipation. Donc, ne pas prendre ce sujet-là à la dernière minute. Si malheureusement, vous l'avez pris en dernière minute, c'est tout l'intérêt, c'est que là, il va évidemment faire jouer la concurrence au maximum pour compenser le manque d'anticipation. Ça, c'est vraiment la première c'est-à-dire que là, il va falloir effectivement partir plutôt sur des modes de consulting, ce qui est notre cas, où on va consulter les fournisseurs, on va dire, qui acceptent de travailler aujourd'hui avec des sociétés de courtage, par exemple, mais aussi des fournisseurs qui peuvent être compétitifs, les fournisseurs historiques, par exemple, qui peuvent être aussi très compétitifs. Et là, on va être plutôt dans une phase de consulting et de travail à la performance, où il va falloir aller vraiment travailler un prix le plus bas possible pour l'entrepreneur. C'est parce qu'on est moins dans l'anticipation, là, pour le coup. L'avantage de l'anticipation, c'est qu'on peut très bien travailler en mode consulting. On aura plus de temps pour travailler. Et plus de choix, peut-être aussi. Voilà. Le mode courtage, entre guillemets, classique, de base, tel que on le faisait il y a des années, pour moi, ce système-là n'a pas beaucoup de plus-value quand on est dans l'urgence. Et
On évoquait aussi tout à l'heure quelque chose d'important, c'était la législation, le rôle des entreprises et des consultants dans le monde de l'énergie. Quelle influence peuvent-ils avoir aussi? Ça peut être un facteur à ce sujet-là. Aujourd'hui, Olivier, tu es vice-président du syndicat des courtiers en énergie que tu as cofondé. Oui. Quel est ton rôle dans ce syndicat et ce syndicat peut-il avoir de l'influence sur certaines législations qui pourraient toucher les prix de l'énergie? Alors, avoir une influence sur la législation, non. C'est aller trop loin. Non, c'est pas notre rôle. En revanche, on a un rôle, c'est au travers du syndicat dont je fais partie, dont je suis fier de faire partie, c'est de faire en sorte de mettre en avant déjà une charte éthique, ce qui est le cas de Place des Énergies, c'est-à-dire que tous nos salariés ont signé une charte éthique. C'est la base. Par rapport au comportement, par rapport au client, par rapport au respect du client, au comparatif qu'on va faire, etc., etc. Proposer vraiment le meilleur prix pour le client, le meilleur contrat pour le client. Exactement. Donc faire partie du syndicat des courtiers en énergie, c'est aussi un engagement envers les clients. C'est un engagement aussi de se dire, dans un marché qui n'est pas réglementé, ce qui est le cas du monde des consultants en énergie en France, c'est de voir comment nous, on peut participer à la prise de maturité de notre métier et à contribuer à un métier bien fait dans les règles de l'art qui respecte le client et qui est vraiment dans cette idée d'accompagnateur, d'expert en énergie. Et ça, c'est extrêmement important. Au niveau des membres, ce qui va être notre cas, on va par exemple se faire auditer par un cabinet externe, Veritas, cette année. Cet audit, il va constituer à auditer nos équipes, vérifier qu'elles sont bien formées, vérifier nos process, nos comparatifs. C'est pour obtenir un label C'est pour obtenir ce qu'on pourrait appeler un label, mais c'est surtout pour faire voir à l'ensemble des acteurs, fournisseurs d'énergie, les clients, surtout les entrepreneurs qu'on accompagne, qu'on a le souci, déjà, on a ce souci de bien faire. On travaille vraiment pour les clients. Et qu'on se remet en question au travers d'un audit. Ce audit n'est pas gratuit, il a un coût, nos équipes vont être aussi challengées. Et c'est aussi faire voir que on est dans un process. Oui, on est dans un process de réglementation. Donc finalement, notre réglementation, on l'a fait nous-mêmes. Maintenant, on verra avec le contexte politique français, peut-être qu'il y aura des choses qui se mettront en place. Et nous, Place des Énergies, on est prêt à les mettre en place. On n'a pas de problème à se mettre demain en conformité ou à respecter le jeu. On le fera avec nos équipes. Il y a une notion qui est très importante dans la question des prix dans le monde de l'énergie, c'est la transparence. Oui. Aujourd'hui, en étant membre et vice-président du syndicat des courtiers en énergie, comment est-ce que vous garantissez la transparence justement des prix ? Alors, le sujet de la transparence, c'est un sujet qui est souvent mis en avant dans le métier, mais qui aujourd'hui, à mon sens, est un axe de travail. On peut mieux faire. On peut mieux faire, je pense, au niveau des acteurs, en termes de transparence. Qu'est-ce qu'on va appeler de la transparence ? Demain, peut-être dire, quand je fais une prestation, finalement, est-ce qu'il n'est pas mieux de faire une prestation payante, sous devis, dont le client connaît exactement le montant de l'intervention et de ce que sera la somme que nous allons toucher pour un travail de qualité. Au même titre que les abonnements, vous me payez tous les mois, il y a un travail qui est fait, et point barre. Donc oui, il y a un travail sur le sujet de la communication, des marges, etc., etc. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à le faire, pour la bonne et simple raison que la plupart des acteurs préfèrent pour le moment rester sur le mode traditionnel. Il faut comprendre aussi que même s'il y a une volonté, on va dire, de la part des professionnels, on va dire, de mieux communiquer sur ce sujet, demain, je vois mal, par exemple, aller au garage, voir une très belle voiture et dire « je veux bien l'acheter, mais vous allez me dire combien exactement, quelle est votre marge sur le produit que vous me vendez ». Vous pouvez faire ça, à mon avis, dans toutes les entreprises que vous allez voir. Très peu vous donneront, à mon avis, le montant. Le montant, bien sûr. Donc, c'est valable aussi pour des entreprises de prestataires de services. Après, ce qu'il faut, à mon sens, c'est non pas ce sujet, c'est pas la transparence des marges, c'est l'encadrement. Et là-dessus, nous, on travaille sur ces sujets-là avec différents organismes. On a été reçus par le ministère des Finances avant l'été. On travaille aussi avec la DGCCRF. On a aussi rencontré le médiateur de l'énergie. On est vraiment sur un niveau très avancé d'engagement, de réglementation pour le métier des courtiers. C'est un chemin qui est parcouru et qui doit être parcouru par la profession. Ce qui permet aux clients de s'engager au final avec un vrai partenaire de confiance
tels que Place des Énergies, bien sûr, hein, Oui. ou d'autres membres de ce syndicat. Mais c'est important de dire et d'affirmer qu'aujourd'hui, il faut se faire accompagner, mais avant de se faire accompagner, il faut d'abord bien étudier le qui fait quoi sur le marché de l'énergie et bien sélectionner son partenaire. Est-ce qu'Olivier, tu aurais un conseil clé à donner aux chefs d'entreprise pour naviguer dans ce marché incertain et réagir face à ces prix qui fluctuent très régulièrement? Bon, écoutez, c'est très simple, hein, je dirais à tous les auditeurs, c'est ayez une gestion énergétique. Point. C'est-à-dire, ayez une gestion énergétique avec Place des Énergies. C'est le mieux. C'est mieux. Voilà. Mais avoir une gestion énergétique aujourd'hui, c'est incontournable. Gestion énergétique, c'est quoi? C'est de la visibilité, c'est une stratégie d'achat et c'est un accompagnement complet. Voilà. Ça, c'est une vraie gestion énergétique digne de ce nom. Et c'est ça le meilleur conseil qu'on puisse donner à beaucoup de chefs d'entreprise, à des acheteurs ou à des directeurs financiers. Merci Olivier. Merci.